Et du coup, bonjour à tous et bonjour à moi-même. Vous êtes les bienvenus dans le cœur de Jeanne sur RZN Radio. Et je suis pas toute seule aujourd'hui, je suis avec Camille Gaillard-Meignier. Bonjour. Bonjour Jeanne. J'ai pas trop... Non, c'est un nom compliqué à dire. Ouais. Camille Gaillard-Meignier. C'est trop compliqué. Donc vous êtes la ministre chargée de l'autonomie et des personnes en situation de handicap. Merci d'être là. Merci beaucoup pour ton invitation. Et je suis aussi avec Olivier. Salut Olivier. Salut Jeanne. Du coup, tu représentes RZN Radio et avec Clotilde, journaliste pour handicap.fr. Salut Jeanne. Alors Jeanne, de quoi allons-nous parler aujourd'hui avec Madame la Ministre? Et t'as vu, on interviewe une ministre du gouvernement, il s'en passe quand même des trucs dans le cœur de Jeanne aujourd'hui. Ça c'est sûr. Alors on va donc suivre justement le parcours d'une personne en situation de handicap. D'abord, on va parler de l'école et comment on apprend quand on est handicapé. Et on va aller voir ce qui se fait déjà, des initiatives positives qui pourraient nous inspirer, comme cette fratrie, les Tip Top, qui sensibilisent au TDAH dans les écoles de l'Académie de Montpellier, cette école adaptée aux élèves dyslexiques ou dysorthographiques ouverte près de Bordeaux. Jeanne l'a dit, on se demandera aussi si l'école inclusive peut être bel et bien une réalité. Oui, l'un des sujets qui a le plus fait réagir nos auditeurs et nos auditrices concerne la question des AESH et de la gestion du handicap à l'école, et beaucoup attendent des réponses de votre part. Ensuite, on parlera d'accessibilité dans les transports en commun, dans les magasins. Et puis on parlera de moi, je rigole. Du boulot, enfin plutôt le travail au milieu ordinaire. Jeanne, on s'arrêtera 2 secondes effectivement sur ton aventure à RZN Radio et de tout ce que ça apporte, mais aussi des challenges qu'on a relevés ensemble. Et puis il sera aussi question, Madame la Ministre, de vie courante pour les personnes en situation de handicap, de rêve, de visibilité, d'esprit paralympique aussi. Le tout avec un regard bienveillant et on l'espère des réponses concrètes pour ceux qui nous écoutent, nous lisent ou nous regardent. Mais d'abord, j'ai une question. Ça représente quoi pour vous d'être interviewé par une personne porteuse de trisomie 21 ? Ça représente, je me présente surtout dans une journaliste en fait. Je suis invitée par une radio, je suis ravie, je suis ravie de pouvoir avoir l'occasion de m'exprimer sur tous les sujets que vous avez évoqués. Donc en fait, c'est surtout la journaliste que je vois en face de moi. Une journaliste qui est importante sur les réseaux, qui s'est posé des questions importantes sur le handicap et sur tous les sujets. Donc voilà, donc moi c'est surtout le plaisir d'être interviewée par une bonne intervieweuse. Merci beaucoup Camille Gaillard-Meignier. On passe au premier sujet, un sujet important, l'école. Et donc on va te laisser parler, Jeanne. Ok. Alors moi, j'étais dans des classes spécialisées dans le milieu ordinaire. Donc en primaire, j'étais en CLIS, et au collège et au lycée, donc en classe Ulysse. Moi, ça m'a beaucoup aidé pour certaines matières, par exemple, le français, voire même l'anglais, voilà. Et j'ai appris à lire super bien. C'est grâce à ce que j'ai pu réaliser le fameux doublage dans le film de Valentina. Et c'est super important qu'il y ait des classes adaptées pour tout le monde. Alors, moi, je me suis demandé où on va aujourd'hui avec le dispositif dont j'ai pu bénéficier. Merci pour cette question sur l'école, parce que je sais que c'est un sujet important pour tout le monde. En fait, d'abord, il faut prendre bien conscience qu'un enfant en situation de handicap, c'est d'abord un élève. Et que donc, c'est la responsabilité de l'État que chaque élève puisse trouver sa place dans notre école, quel que soit son handicap. Comme ça a été rappelé, effectivement, il y a des dispositifs, c'était le dispositif CLIS. Aujourd'hui, on a d'autres dispositifs qui sont les dispositifs Ulysse ou autres, qui permettent effectivement aux enfants en situation de handicap d'être scolarisés. Mais il y a surtout aujourd'hui un objectif qui est de faire rentrer le médico-social dans l'école pour que les enfants en situation de handicap, quel que soit leur handicap, par exemple aussi le fait d'être en situation de polyhandicap, puisse permettre d'être un écolier, d'être un collégien. J'étais la semaine dernière à côté de Brest, dans un collège où il y a une unité qui s'appelle l'unité d'enseignement externalisé pour personnes pour enfants en situation de polyhandicap. Et c'est des jeunes qui peuvent venir une demi-journée, 3 demi-journées dans la semaine pour avoir un enseignement qui leur permet d'être des collégiens. Il y avait des parents qui disaient tout leur bonheur qu'ils voyaient à leurs enfants. Leurs enfants ici dans un collège est considéré comme étant des collégiens et qui partageaient aussi la vie des collégiens pendant les pauses méridiennes, etc. Donc c'est comme une unité spéciale
spécialisée, mais au sein d'un collège ordinaire, pour le coup. Exactement. Donc c'est vraiment faire rentrer, qu'on ne voit plus la situation en silo, avec d'un côté les enfants qui sont à l'école et de l'autre côté les enfants qui sont en médico-social, mais que le médico-social rentre dans l'école, qu'on fasse aussi des actions de formation auprès des enseignants. On va parler des AESH, qu'il y ait des AESH. En fait, que chaque enfant de ce pays, en situation de handicap ou pas, soit un élève qui trouve sa place à l'école. Ça, c'est vraiment un objectif qui est le mien et qui est celui de ce gouvernement. Il y a des actions qui sont menées. Il y a eu ces classes qui ont permis à Jeanne, et je suis ravie de voir en plus que ça a pu effectivement faire la personne que vous êtes aujourd'hui en tant que journaliste, avec l'anglais, et puis avec effectivement cette possibilité de doublage qu'on a vue. Donc voilà, on voit que ces enseignements, quand ils sont donnés, ça permet aussi à chacun de pouvoir après s'inscrire dans une vie, une formation, après une vie professionnelle qui doit être choisie. Je crois qu'on reparlera des métiers tout à l'heure. En tout cas, c'est effectivement la clé pour un avenir promis à chacun de ces enfants en situation de handicap ou pas. Et je pense que c'est une promesse qu'il faut absolument tenir et se donner évidemment les moyens aussi de le faire. Donc vous l'avez dit, l'école inclusive, selon vous, ça ne doit plus être forcément un modèle en silo avec d'un côté tous les enfants à l'école ordinaire et de l'autre finalement une forme de spécialisation. On le sait, il y a des placements Kant en IME. Vous, votre proposition, ça va être plus d'aller vers un compromis avec l'incursion du médico-social au sein de l'école ordinaire. Effectivement, qu'on réfléchit plus en tout cas en termes, comme vous l'avez dit, de silos, et qu'on fasse en sorte que chaque enfant puisse trouver sa place à l'école, et que le médico-social soit effectivement maintenant considéré comme étant totalement partie intégrante de l'école. On développe des pôles d'appui à la scolarité, où vous avez dans les établissements maintenant des équipes, des binômes. On en a plus de 500 aujourd'hui, éducateurs et enseignants, qui permet aussi d'intervenir dans les classes et de voir quelle est la situation des enfants en situation de handicap. C'est aussi, on travaille beaucoup avec mon homologue Édouard Geffray, qui est ministre de l'Éducation nationale, pour voir comment est-ce qu'on peut travailler aussi en lien ARS et les organismes de l'éducation nationale, pour faire qu'aucun enfant ne soit refusé de l'un côté et de l'autre. Si vous voulez, qu'on ait vraiment une action coordonnée pour que ce parcours des enfants puisse dès le début avoir un parcours fluide, sans interruption, de l'école jusqu'à l'université, et donc qu'effectivement le médico-social puisse être intégré, partie intégrante de l'école, et le faire de façon personnalisée en fonction de l'enfant. Alors, on le disait en sommaire, l'une des questions centrales de cette interview est celle de l'inclusion au milieu ordinaire et de ces agents que sont les accompagnants d'élèves en situation de handicap, donc les AESH. C'est le deuxième personnel de l'éducation nationale après les profs. Et on a reçu vraiment des dizaines de témoignages d'auditeurs de la part d'AESH elles-mêmes qui disent avoir des rythmes de plus en plus effrénés, devoir accompagner de plus en plus d'enfants avec des handicaps différents parfois, et via des contrats précaires. Alors, on a reçu donc, ce matin une question sur notre répondeur de Maïlo, 10 ans. Moi, je vous propose de l'écouter. Bonjour, enchantée, je m'appelle Maïlo Germain, j'ai 10 ans et j'aimerais vous poser une question. Dans mon école, il y a 4 enfants en situation de grand handicap. Mais alors, toutes les AESH ont été réquisitionnées pour s'occuper d'eux. Le problème, c'est que donc, les enfants qui en auraient eux aussi vraiment besoin ont une part de mépris, car on ne peut plus s'occuper d'eux autant qu'avant. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire pour engager plus de personnel ? Voilà, donc la question de Maïlo, 10 ans, qui soulève un point important, c'est qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir des AESH dans les milieux scolaires ordinaires, mais elles doivent s'occuper de plus en plus de handicaps, de plus en plus d'enfants, sans pour autant avoir suffisamment de moyens. Donc la question de Maïlo est la suivante, qu'est-ce qu'on fait maintenant concrètement ? Le nombre d'AESH, il faut le savoir, a énormément augmenté depuis 2017, puisqu'on a plus de 70%, on est aujourd'hui à peu près à 150 000 AESH. Est-ce que ça suffit ? Le témoignage qu'on vient d'entendre montre que ça ne suffit pas forcément, et surtout, donc il faut continuer. D'ailleurs, à la rentrée, il y en aura de nouveau 2000 supplémentaires. Mais surtout, je crois qu'il faut, et pour avoir échangé avec avec beaucoup de ces professionnels, notamment lorsque j'étais député, et je vais continuer maintenant en tant que ministre, c'est essayer de voir effectivement quel est leur statut et quelle est la formation qu'on doit leur apporter, et quelle est la formation notamment effectivement compte tenu des handicaps des personnes et des enfants qu'elles accompagnent. Donc il y a encore des choses, à faire. Elles sont aujourd'hui aussi dans des contrats donc on va pouvoir CDIser, ce qui n'était pas le cas au début, mais elles sont en demande de ces formations. Puis elles ont une demande aussi qui a été entendue, qui est de faire partie
l'équipe pédagogique. Je pense qu'il faut vraiment voir aussi l'école avec tous les professionnels qui sont à l'intérieur, avec un objectif qui est celui de pouvoir apporter des enseignements à l'ensemble des élèves, quel que soit leur handicap. Donc voilà, elles ont un vrai rôle. Il faut qu'il y en ait encore davantage et on fait en sorte qu'elles soient encore plus nombreuses demain et qu'elles soient effectivement formées pour valoriser. Je crois qu'il y a aussi l'objectif de valoriser ces métiers et qu'elles aient aussi des journées continues. Parce qu'il y a ça aussi une problématique, c'est que souvent elles ont des journées un petit peu tout au long de la semaine. Exactement, elles ont des journées hachées. Donc il y a l'objectif aussi de voir, pour celles qui le souhaitent, je dis elles parce que c'est majoritairement des femmes, pouvoir travailler aussi sur la pause méridienne lorsque ça se fait en accord avec la mairie pour qu'elles aient effectivement des journées continues et des rémunérations aussi qui soient augmentées puisque le nombre d'heures effectuées est augmenté. Donc il y a vraiment, ce que je souhaiterais faire sur ce sujet-là, c'est vraiment avoir une vision globale du nombre d'abord, mais aussi des conditions de rémunération, des conditions d'exercice dans la classe, du travail avec les enseignants qui doivent être effectivement totalement coordonnés avec ces ESH pour que effectivement les enfants soient le mieux accompagnés au sein de l'école. Et leur statut, est-ce que vous comptez les fonctionnariser? On sait qu'il y a une proposition de loi en ce sens qui a été déposée au Sénat, qui a été retoquée il y a quelques mois. Est-ce que c'est aussi en projet? Ça, comme vous l'avez rappelé, c'est un débat qui aujourd'hui qui a été engagé au Sénat, qui peut-être arrivera dans l'Assemblée. Ça, ce sera au choix des parlementaires. Je pense qu'au-delà du statut, une fois encore, c'est surtout comment on les valorise à travers le nombre d'heures, des journées moins décousues, leur place dans l'école, leur place dans l'équipe pédagogique. Une fois encore, la valorisation de leur accompagnement et de la qualité et de la valeur de leur accompagnement auprès des enfants. Et Jeanne, toi, tu avais été suivie par des AESH quand tu étais à l'école, au collège, au lycée? Oui. Et Oui, quel souvenir tu en gardes? Alors, quel souvenir, j'en garde plutôt bien, je trouve, parce qu'ils m'ont bien aidé. Ouais. Et ça te permettait d'interagir, enfin d'être dans une classe ordinaire? Oui, parce que j'étais pas mal inclus aussi dans des classes ordinaires. Et moi, je trouve ça bien, justement. La question que soulevait Milo tout à l'heure, donc la petite fille qui nous a laissé cette question-là en note vocale, ça rappelle aussi la question du vivre ensemble. Il n'y a pas que la question des AESH, même si elle est centrale, il y a aussi de comment on articule dans l'école ordinaire les élèves en situation de handicap et celles et ceux qui ne le sont pas. On a reçu un autre témoignage. Jeanne, je te propose de le lire. Je suis donc psychologue de l'éducation nationale et je constate qu'au nom de l'école inclusive, on inclut des enfants porteurs de handicap, parfois lourds, dans des classes classiques, sans apporter les moyens d'être inclus et épanouis. On se retrouve avec des enfants en souffrance, des enseignants dépassés, mais aussi des difficultés pour le reste de la classe. Alors, Madame la ministre, Jeanne, elle est le produit de l'école inclusive et c'est tant mieux, mais vous êtes la ministre de tous les enfants, de tous les parents, handicap ou pas, et l'inclusion, c'est de faire coexister ces demandes en leur permettant vraiment de coexister et de favoriser ce vivre ensemble. Donc, comment on fait justement pour que ça fonctionne bien et que on ne détourne pas les AESH des handicaps un peu moins lourds? Comment on fait pour ne pas perturber le reste de l'équilibre de la classe dans un milieu ordinaire? Dans les écoles, là où vous avez raison, c'est que chacun doit y trouver sa place avec un accompagnement qui doit être donné par à la fois effectivement les enseignants et les AESH ou d'autres avec des dispositifs qui permettent à chacun de trouver sa place dans le respect de ses compétences. Et j'entends le témoignage pour que chacun, en fonction de ses particularités, effectivement, soit accompagné de la meilleure des façons. D'où les dispositifs que j'évoquais tout à l'heure de l'UEP par exemple, où là c'est effectivement des enfants en situation de polyhandicap, effectivement qui sont dans l'établissement, accompagnés par un dispositif particulier comme les Ulysse. Et les pôles d'appui à la scolarité, ça a justement aussi cette valeur-là de mettre vraiment des mots sur des situations pour après construire un accompagnement qui soit le meilleur possible. Et ça a été rappelé aussi avec les enseignants qui sont au centre du dispositif, qui doivent être à la fois formés et effectivement mieux accompagnés pour que chacun puisse trouver sa place, à la fois les enfants qui ne sont pas en situation de handicap, ceux qui le sont, les enseignants, les AESH. C'est toute une communauté et il y a un travail vraiment une fois encore qui est fait avec le ministère de l'Éducation nationale pour que on puisse trouver des solutions qui permettent effectivement à la fois l'intégration et l'inclusion de tous les enfants, mais en lien, et c'est évident, avec tous les professionnels. On parlait c'est le témoignage de cette psychologue qui, elle aussi, qui eux aussi sont des professionnels qui ont leur place. Donc moi, je crois beaucoup à une communauté éducative qui soit accompagnée et qui s'engage pour que chacun des enfants, quel que soit son handicap, puisse trouver sa place dans les établissements, mais comme je le disais tout à l'heure, avec davantage
d'acteurs du médico-social dans l'établissement qui, eux aussi, sont formés précisément pour accompagner des enfants dont le handicap est plus sévère. Et donc pour clore ce sujet qui est important, si on doit résumer, vous avez dit donc recrutement de 2000 personnes à la rentrée, accentuer la formation, des journées plus continues, un changement aussi de nature des contrats pour ces AESH, les intégrer pleinement à une équipe pédagogique. Est-ce que c'est vraiment une question naïve que je vous pose, hein, mais est-ce que tout ça, c'est vraiment atteignable là dans les 1 an qui vous reste au ministère, enfin que vous avez au ministère devant vous? En fait, j'ai envisagé ce ministère comme étant, en fait, à chaque journée doit être utile à ce ministère, que ce ministère dure 1 semaine, 1 mois ou plusieurs mois. Sur ce sujet de l'école, j'en ai fait effectivement une priorité. C'est pour ça que mon premier rendez-vous, c'était avec Édouard Geffray. Quand on vous annonce 2000 recrutements, ce sont déjà effectivement des choses qui ont été engagées. Quand j'ai été député, j'ai déjà travaillé sur ce sujet. Donc l'intégration de l'équipe pédagogique, c'est déjà engagé et on doit continuer. Sur tout l'ensemble des sujets que vous avez évoqués, c'est des choses qui sont engagées. Et je crois vraiment qu'il faut répondre à cette promesse-là, puisqu'il y a une très forte attente des parents. Et c'est une promesse de notre public qu'on doit remplir, qui est celui, une fois encore, que chaque élève doit avoir sa place dans notre école de la République. Donc tous ces chantiers sont ouverts, on va avancer et on va répondre effectivement à cette promesse qui doit être tenue. Jeanne, puisqu'on parle d'enfance, d'éducation, d'école, tu avais une question sur le cœur, c'est à toi. Quand vous étiez petite, vous rêviez de devenir ministre? Quand j'étais petite, je rêvais pas de devenir ministre, je rêvais de devenir présidente de la République. Ah ouais. Et c'est vrai. Sans évidemment imaginer sans imaginer que ça puisse se réaliser, mais j'adorais la politique depuis toute petite. J'ai mon grand-père qui était maire de la ville dans laquelle j'habite encore aujourd'hui, qui s'appelle La Tronche, à côté de Grenoble. Donc j'ai vu très vite ce que c'était que de faire de la politique et de se mettre au service des gens. Donc voilà, j'avais même imaginé aller dans les plus hautes des fonctions, mais en tout cas faire de la politique, ça a toujours été mon souhait. Mais j'ai commencé tard, après avoir été avocat, en tout cas avoir d'abord travaillé. Mais c'est une mission dans laquelle je m'épanouis aujourd'hui et je pense que c'est la plus belle des missions. Et si vous deveniez présidente de la République, quelle première mesure pour le handicap vous adopteriez ? J'avais cette ambition quand j'étais jeune. Les ambitions, elles sont données aujourd'hui. Je pense qu'on a une politique du handicap qui a été très forte depuis 2017, qui a apporté aujourd'hui ces valeurs. Ça a été un sujet prioritaire de ce gouvernement de ces gouvernements successifs depuis 2017. Et aujourd'hui, on arrive à des résultats. On en a parlé pour l'école, on va en parler pour la formation. Ce que je voudrais faire moi en tant que ministre, c'est surtout qu'on puisse changer le regard de la société sur le handicap, changer le regard de tous, et vous participez d'ailleurs avec cette radio, avec ces rendez-vous, avec Jeanne qui montre qu'on est une chroniqueuse reconnue aujourd'hui et compétente, et qu'on puisse finalement regarder notre société comme faisant partie d'un tout en situation de handicap ou non. Donc je pense que c'est ça l'ambition que j'ai en tout cas en tant que ministre aujourd'hui. Alors on va passer au deuxième sujet important, le sujet de l'accessibilité. Et là encore, on va démarrer avec un témoignage de Jeanne. C'est ça. Alors déjà, donc, chez moi, quand l'ascenseur est en panne, c'est un peu le drame. Mon voisin qui est en fauteuil roulant, il ne peut pas sortir de chez lui tout seul. Donc il faut qu'il soit porté par quelqu'un. Pour moi, je ne suis pas en fauteuil. Mais je peux vous dire que les stations de RER... où je ne peux même pas monter dans le train parce que les marches sont très hautes pour moi. Une fois, j'ai quand même failli tomber entre le RER et le quai. C'est là où la chose est très dure pour tout le monde, je pense, atteint de handicap. Du coup, j'avais une question. Vous croyez qu'on va y arriver à adapter tout ce qu'il faut pour celles et ceux qui ont un handicap ? Alors cette question de l'accessibilité, elle est effectivement centrale. Des choses, une fois encore, ont avancé, mais on le voit. L'exemple de l'ascenseur est un très bon exemple. J'en ai parlé avec mon homologue, monsieur Jeanbrun, qui est ministre du Logement. Donc il était intolérable aujourd'hui d'avoir des personnes qui sont effectivement assignées dans leur appartement parce qu'ils ne peuvent pas
peuvent pas descendre parce que l'ascenseur est en panne. Donc là, il y a vraiment une action qui va être engagée avec les ascensoristes pour voir comment est-ce qu'on peut gérer cette situation. Ça avait été le cas notamment pendant les JO où il y avait eu un fonds d'urgence qui avait été préparé avec des pièces de rechange pour pouvoir réagir rapidement. Enfin, je crois vraiment que là, qu'il faut aller dans du concret, dans des réponses concrètes aux gens. Et merci de nouveau de donner cette alerte. L'accessibilité, c'est un point central qu'on ait à la fois sur les lieux, mais aussi l'accessibilité numérique. C'est une question effectivement qui est large. Il y a des engagements vraiment concrets qui ont été pris. Et je dirais aujourd'hui que ce n'est pas un privilège, mais c'est une obligation, cette accessibilité. Donc, il y a aussi des préfets, notamment pour les commerces, à qui on a demandé d'aller vérifier pour que, si ça n'est pas respecté, effectivement, on puisse aller beaucoup plus loin et que ce soit effectivement aujourd'hui une obligation dont on sait se saisir. Mais si on reprend toujours cette façon de voir les choses de façon aussi optimiste et positive, que chacun s'en saisisse de façon parce qu'il est convaincu que c'est nécessaire. Il y a aussi les priorités du gouvernement qui ont été données sur 5 types de sites, les hôpitaux, les gares, les palais de justice et gendarmerie, que ces domaines-là soient accessibles le plus possible, voire qu'on soit à 100% d'accessibilité. Et on augmente, on est aux alentours un peu pour ces lieux-là de 70 à 80%, mais on ne sera satisfait que quand on arrivera à 100%. On a des décrets d'application aussi qu'on doit amener jusqu'au bout. Enfin, c'est un travail très large, cette accessibilité, mais elle est, et je l'entends bien, une question qui se présente devant chaque personne en situation de handicap ou à mobilité réduite. On se retrouve en situation de handicap dès lors qu'on se casse la jambe, dès lors qu'on a un enfant et qu'on a des poussettes. Enfin, finalement, les situations, quand on adapte, quand un lieu est adapté et accessible, il est accessible pour tous. Et quand c'est pensé dès le début, vous avez raison de le mentionner. On a fait quelques recherches sur nos articles respectifs, sur handicap.fr, sur RZN Radio. On a été voir ce qui se passait dans certaines villes. On pense par exemple à Toulouse et ses ascenseurs dans toutes les stations de métro, parce que le métro est relativement récent par rapport à Paris, aux pictogrammes aussi qui permettent aux personnes qui ne savent pas lire de se repérer, mais aussi ça marche pour les enfants, pas spécialement pour elles. On a aussi vu les exemples de Berlin, de Madrid, de Londres, où les bus sont 100% accessibles. Donc en fait, c'est possible, on a des moyens d'inspiration. On pense à Vienne également, c'est large trottoir, donc tout ça c'est jouable. Mais il y a la question donc des projets natifs, on va dire, qui démarrent en étant accessibles direct, mais il y a aussi la question de l'adaptation qui est là. Donc, on avance comment là-dessus ? Il faut réfléchir à chaque fois, dans chaque situation, quelles sont les solutions. Vous avez rappelé les différentes solutions. C'est bien aussi de montrer que c'est une compétence qui est à la fois de l'État, mais c'est aussi la responsabilité de chacun, et notamment des élus locaux, départements, régions, communes, qui doivent se saisir de ce sujet. Et on le voit, vous avez donné l'exemple de Toulouse, quand vous avez aussi des communes qui s'engagent, on peut trouver des solutions. Donc ces solutions, soit elles sont, comme on l'a rappelé, pensées dès le début lorsqu'on construit le projet, soit effectivement quand on doit adapter avec la limite de ce qui est de la situation. Mais je vais vous donner un seul exemple qui est celui de mon suppléant qui est devenu député à ma place, Alim Latrèche, champion paralympique d'escrime, dont je suis qui a pris ma suite, qui est en situation de handicap, qui est en fauteuil, qui a fait son rentrée à l'Assemblée. C'est le deuxième député en fauteuil avec Sébastien Pétavy. Eh bien, l'Assemblée a fait des travaux. On est dans un lieu qui est historique. Eh bien, il a fallu réfléchir pour voir comment le rendre accessible. L'exception, c'était pas est-ce qu'on va y arriver. On y est arrivé, et aujourd'hui, l'hémicycle est accessible, et les choses ont été pensées pour que Sébastien Pétavy et Alim Latrèche puissent siéger. Donc, ce que je veux dire, c'est que à tout problème, il y a une solution. C'est pas moi qui l'ai dit, ça a été dit déjà avant. Et donc, chaque situation doit être pensée pour voir comment est-ce qu'on permet cette accessibilité, et comment on rend lisible cette accessibilité également. On a aujourd'hui aussi des différentes applications, et il y en a une qui a été développée notamment à Grenoble, qui permet aussi d'avoir aussi la possibilité de simplifier la vie, et que quand vous voulez vous rendre d'un point A à un point B, vous ne trouviez pas tout d'un coup empêché parce que vous ne pouvez pas passer. Au-delà de la question de l'accessibilité, il y a la question de la sécurité, notamment sur le réseau ferroviaire en France. Vous l'avez peut-être entendu, il y a eu plusieurs accidents récents, dont un mortel en fin d'année 2025 sur le métro parisien. Un utilisateur, un usager aveugle qui est tombé sur les voies et qui en est décédé. Il y a une jeune femme qu'on a reçue chez handicap.fr qui est elle-même malvoyante et qui est tombée sur les voies par manque de bandes d'éveil qui sont censées être obligatoires au niveau des quais.
Qu'est-ce qu'on fait face à ces situations-là qui sont extrêmement dangereuses et face à l'impossibilité technique de mettre tous les quais à niveau rapidement? Quelles solutions alternatives comptez-vous imposer aux opérateurs de transport? Je pense notamment à Île-de-France Mobilité qui a été saisie de ces affaires-là, bien évidemment. Mais pour l'instant, les réponses sont assez floues, restent assez floues. Est-ce que vous avez prévu des mesures concrètes? Donc là, il y a effectivement une action à mener. Il y a des discussions qui vont s'engager avec l'opérateur pour voir de quelle façon est-ce qu'on peut, de façon évidemment parfaitement efficace, sécuriser ces personnes. Il est intolérable qu'une personne puisse décéder dans ces circonstances. Donc tout doit être fait, des mesures doivent être prises, mais elles doivent être prises aussi par l'opérateur lui-même. La place à laquelle je suis là effectivement pour venir les rencontrer et leur dire que des changements doivent être opérés pour que ces situations effectivement ne se reproduisent pas. Alors on va passer à une nouvelle question de Jeanne. Jeanne, la question qui vient du cœur, c'est à toi. Qu'est-ce qui vous donne la pêche maintenant que vous êtes ministre? Qu'est-ce qui me donne la pêche? Ce qui me donne la pêche, c'est d'être aujourd'hui en situation de pouvoir changer la vie des gens et de changer de façon concrète. Ce que je souhaite effectivement, c'est de pouvoir prendre des décisions et engager des actions qui fassent que concrètement la vie des gens puisse changer. Voilà, c'est ce qui fait que en tant que ministre, qu'on a comme ça cette possibilité et cette capacité à pouvoir agir, c'est des choses qui donnent envie de se lever évidemment tous les matins avec la pêche qu'il faut avoir parce que c'est évidemment une fonction qui est à la fois très exigeante, mais c'est un grand honneur et une très grande responsabilité. Merci beaucoup. On va passer à notre troisième sujet qui est le travail, Jeanne. Et moi, j'ai la chance de travailler en CDI à RZN Radio et ils m'ont embauché il y a déjà 3 ans. Donc t'imagines qu'il y a déjà il y a 3 ans. Et c'est très rare pour une personne atteinte de trisomie 21, que ce soit en ESAT ou en entreprise, adaptée ou en milieu ordinaire. C'est important que chacun puisse travailler en fonction de ses capacités. Oui, et Jeanne, c'est vrai que c'est un peu une exception chez nous, puisqu'on sait que plus de 80% des personnes trisomiques, en l'occurrence, souhaiteraient avoir un emploi, et c'est souvent compliqué. Ce que ça nous a demandé, c'est en fait beaucoup de temps pour se comprendre, Jeanne et moi, Jeanne et le reste de l'équipe, à se parler autrement aussi, à ralentir un petit peu, à s'adapter. Alors je ne sais pas si vous l'avez noté depuis le début de l'interview, mais il y a des moments quand ça devient un peu long, par exemple, ça peut jouer sur ta fatigue, Jeanne, ou ta concentration, donc il faut adapter aussi nos façons de faire. Quand vous entendez cette histoire-là, donc l'histoire de Jeanne, qui est recrutée ici dans une radio nationale, comme les autres journalistes de cette rédaction, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Ce que je voudrais, c'est qu'il y ait plein de Jeanne et encore plus de Jeanne partout en France, dans tous les secteurs, effectivement. Ce que je disais tout à l'heure, c'est pas juste une pétition de principe de dire que ce soit que les personnes en situation de handicap soient au centre de ces politiques. C'est de dire qu'on doit effectivement faire en sorte de pouvoir écouter et répondre à leurs besoins et à leurs désirs. J'ai rencontré d'autres personnes. J'ai fait pas mal de rendez-vous depuis que je suis ministre. Et effectivement, ça m'est beaucoup remonté sur cette volonté de pouvoir agir et de pouvoir être demain et de pouvoir travailler. Parce que le travail, on sait que c'est la première des choses. Travailler, ça veut dire avoir une place dans la société, être reconnu et pouvoir également avoir un logement. Enfin, c'est la base. Et répondre à la demande des personnes en situation de handicap, c'est répondre à ceux qui souhaitent travailler en milieu ordinaire, comme Jeanne. Et c'est ceux qui préfèrent rester en ESAT s'ils le souhaitent dans un milieu qui est plus protégé. Mais ça, c'est correspondre à la demande et ne pas assigner effectivement les personnes en situation de handicap à des situations dont on pense qu'elles sont les meilleures, comme des milieux protégés. Donc il me semble important de garder la diversité des solutions et de faire ce que vous avez fait effectivement avec Jeanne, mais comme vous l'auriez fait, j'imagine, avec n'importe quelle effectivement autre personne qui souhaitait travailler, avec cette adaptation commune qu'on doit faire avec chacun des salariés. Il y a des initiatives qui sont prises sur le territoire et ça aussi c'est la volonté de ce ministère, c'est de s'inspirer de solutions trouvées sur les territoires pour voir comment on peut les dupliquer. Notamment il y a une solution qui s'appelle VETA qui est là pour l'emploi de personnes en situation de polyhandicap, avec des entreprises qui s'engagent très fort, et je vais en voir une très prochainement. Vous avez aussi des entreprises qui s'engagent dans des manifestes, ça s'appelle le manifeste inclusion. Donc aujourd'hui, je pense que c'est plutôt les entreprises qui ne regardent pas ce sujet qui vont être mis à l'écart. Dans le cas de Jeanne, c'est une structure qui t'accompagne aussi, qui nous accompagne d'ailleurs, c'est Access Job. Tu peux en toucher deux, trois mots peut-être à Madame la Ministre sur comment ça se passe ? Alors, comment ça se passe avec Access Job, c'est que la personne qui est... donc la personne vient à RZN justement
pour mieux adapter des outils pour mieux travailler justement mes chroniques, les interviews. Voilà. Ouais, c'est Yves qui est super, qui vient 2 fois par semaine avec toi et qui vient passer quelques heures pour t'aider à travailler, nous aider aussi, répondre aux salariés. Donc c'est typiquement, j'imagine, ce genre d'initiative qu'on peut faire monter. Exactement, c'est sur d'initiative et qui montre effectivement qu'avec un accompagnement, Jeanne a pu parfaitement trouver sa place dans votre équipe. Il y a d'autres initiatives. Je suis allée inaugurer une colocation qui s'appelle Fratrie, avec une association qui s'appelle Fratrie dans le 15e la semaine dernière. Et ils ont justement cette envie à la fois d'accompagner des personnes effectivement très uniques, à la fois dans le logement, mais aussi dans l'accompagnement au travail. Et souvent les deux sont liés. Et cette colocation, c'est une colocation effectivement de personnes qui ne sont pas en situation de handicap, sur l'idée d'une colocation qu'on peut trouver partout dans Paris. Donc c'est des initiatives effectivement qu'on peut mettre en avant. Tu disais quoi, Jeanne ? Je disais, je connais quelques-uns qui sont mes potes. Elle connaît tout le monde. Qui sont mes potes de base. Donc, qui sont mes potes qui sont atteints de handicap, eux aussi d'ailleurs, trisomiques, qui sont aussi dans ce groupe Fratrie. Voilà. Donc on l'a vu à travers l'exemple de Jeanne, l'emploi accompagné fonctionne, mais il manque encore de moyens. Est-ce que vous allez le développer pour qu'il soit accessible partout ? Au-delà des moyens, il faut, c'est ce que je disais tout à l'heure, que la société se saisisse de cette opportunité et qu'il y ait davantage encore de personnes en situation de handicap qui travaillent. Aujourd'hui, il y a un taux de chômage d'environ 12%, qui est donc 5 points supérieur aux autres, ce qui n'est pas normal. Et donc, il faut travailler, et il faut d'abord que les entreprises effectivement s'engagent dans cette démarche, parce que ce sont des personnes qui peuvent apporter à leur entreprise. Vous avez une très bonne chroniqueuse qui a pu effectivement rejoindre vos équipes et qui aujourd'hui est une fer de lance de votre radio. Donc voir ça comme étant voir l'engagement, le fait d'employer des personnes en situation de handicap comme des opportunités, et effectivement avec des moyens, comme on disait tout à l'heure, de sécurisation, avec des besoins spécifiques à adresser, mais une fois encore, je crois qu'il faut aborder ça de façon positive, comme étant effectivement des personnes qui ont envie de travailler et répondre à leur... vous avez aussi, concernant les entreprises, des emplois aujourd'hui qui étaient classés dans une liste dans lequel il y avait des emplois qui ne pouvaient pas être occupés par des personnes en situation de handicap. Ça s'appelait des ECAP. On travaille aujourd'hui à ce que cette liste soit supprimée, qu'on considère que tout emploi peut être occupé par une personne en situation de handicap, quitte parfois à l'adapter ou avoir un accompagnement, comme c'est le cas pour Jeanne, mais ne plus avoir de limites. Il y a d'autres dispositifs, il y a notamment les entreprises adaptées et aussi les travailleurs, les ESAT. Concernant les travailleurs des ESAT, quelle est la prochaine étape pour aligner leurs droits sociaux sur ceux des salariés ordinaires, notamment sur la question de la rémunération et de la retraite? On le sait, leurs droits ont été étendus, notamment sur le droit de grève et d'accès aux syndicats, mais leur rémunération reste échelonnée à 44% de moins que le SMIC en rémunération directe. Qu'est-ce que vous comptez faire à ce titre ? Alors, les ESAT, comme je l'ai dit tout à l'heure, est un dispositif qu'il faut absolument maintenir, parce que précisément, ça peut correspondre à la demande de certaines situations de handicap qui préfèrent travailler dans un milieu qui effectivement est protégé. J'ai eu l'occasion d'ailleurs d'en visiter un la semaine dernière de nouveau à Brest, lorsque j'ai fait cette visite officielle dans un établissement qui faisait de la cuisine et qui permettait à tout un secteur économique de pouvoir déjeuner à midi. Donc j'ai rencontré des personnes qui y travaillaient et qui effectivement avec qui on a échangé sur le rapprochement qu'on doit opérer aujourd'hui entre les droits sociaux des salariés et leur statut. Donc c'est des choses qui sont en train d'être travaillées, et je pense qu'effectivement c'est un sujet qu'on doit adresser, sur lequel on doit travailler sur les prochains mois. Alors on va passer à la question suivante, la question qui vient du cœur. Jeanne, c'est à toi. Ouais. Alors c'est quoi la chose dont vous êtes la plus fière dans votre vie ? Alors c'est pas la chose, ce sont mes enfants. Évidemment. J'ai deux garçons merveilleux, qui évidemment, que je vois moins en ce moment, mais qui sont les choses ou les personnes en tout cas dont je suis le plus fier. Et est-ce que eux sont fiers quand ils voient, vous le disiez tout à l'heure, vous aviez le rêve d'être présidente de la République, est-ce que quand ils voient que leur maman est ministre d'un gouvernement et donc peut, comme vous le disiez, changer des choses dans la société, est-ce que eux sont fiers ?
Oui, je pense qu'ils ils sont très fiers, ils me l'ont dit. C'était à la hauteur de la réaction qu'ils ont eue lorsqu'ils ont su que j'étais ministre, ils l'ont appris évidemment après ma nomination, mais ils ont été les premiers à être informés. Je les ai appelés pour pas qu'ils l'apprennent par la presse. Ouais. Ils ont 15 et 16 ans, donc ils ont été en capacité d'exprimer effectivement leur fierté. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je crois qu'ils acceptent qu'on se voit moins, parce que justement, ils savent que je suis aujourd'hui utile dans ce que je fais, et ils sont évidemment fiers de leur maman. On va passer à notre quatrième sujet, l'avant-dernier, qui est le sujet de la vie courante. Jeanne, c'est à toi. Ok. Alors, à la radio, moi, je suis autonome au travail, mais j'ai quand même besoin d'aidants. Liane, donc, à job coach de l'association Access Job, donc ce qu'on avait dit tout à l'heure, qui m'accompagne 2 fois par semaine à RZN Radio. C'est un peu comme un AVS, mais professionnel, qui m'a offert à RZN pour m'aider à bien travailler. Mes parents aussi sont des aidants, par exemple, c'est eux qui gèrent mon argent. Et donc sur la question des aidants, comme pour tout le reste, on a du boulot à RZN Radio, car des initiatives positives, il y en a des centaines. J'en cite quelques-unes, la start-up Airvolution et l'Association française des aidants qui ont lancé une formation en réalité virtuelle pour sensibiliser les salariés. La ressourcerie à Bordeaux qui organise des ateliers et des groupes de parole pour les aidants. Des applis comme Famille Relais ou Helpio qui aident à rompre l'isolement ou faciliter la logistique. Toutes celles-là, vous pouvez les retrouver sur rzn.fr. Donc, là encore, des initiatives, il en existe énormément sur le terrain. Et heureusement, parce qu'on parle de plus en plus des aidants qui sont de plus en plus nombreux. Près d'un aidant sur 2 ignore ses droits. Allez-vous créer un véritable statut de l'aidant qui inclut une rémunération digne et une protection sociale complète, au-delà du simple congé de proche aidant qui est déjà une réelle avancée? Alors la question des aidants est évidemment essentielle et centrale sur la question du handicap, ce qui m'a amené à rencontrer effectivement des collectifs, et aujourd'hui vous avez énormément d'initiatives, et c'est très bien autour des aidants. Lorsque j'étais députée, ensuite la personne qui m'a suivi, elle s'appelle Servane Hugues, elle est elle-même maman d'un jeune Antoine, avec lequel j'ai beaucoup échangé sur cette situation, sur ce rôle des aidants. Ça m'a permis, si vous voulez, de bien comprendre au plus proche de la réalité ce que c'était qu'un aidant et comment est-ce qu'il fallait l'accompagner. Et elle m'a beaucoup parlé effectivement de l'accompagnement, du répit, quelles solutions on peut donner pour le répit, de l'accès aux loisirs. Je crois qu'il ne faut pas aussi oublier, alors il y a tous ces dispositifs extrêmement importants sur lesquels évidemment on va travailler, mais elle me disait aussi, ce qu'on voudrait nous, c'est que comme famille on puisse être considéré comme les autres, et que quand on veut aller à un match de foot, quand on veut aller à un concert, quand on veut aller à la montagne, on ne soit pas empêché, et qu'on puisse y aller avec notre enfant, et qu'on puisse avoir ces moments aussi en dehors de la maison pour se ressourcer comme vous et moi. Donc je pense que cette question des aidants, de manière, comme tout à l'heure pour l'accessibilité, doit être vue de façon effectivement globale. Vous avez parlé rémunération, mais il faut aussi parler des jeunes aidants. Vous avez aussi des aidants qui aident leurs parents, et donc c'est une situation aussi qu'on doit adresser. On a aussi la situation des parents dont les personnes en situation de handicap vieillissent, avec effectivement des initiatives qui ont pris sur l'après-aidant. Donc c'est vraiment quelque chose de très global, c'est ce que je souhaite faire. C'est-à-dire que, et ce sera évidemment abordé dans le cadre du conseil de la conférence nationale du handicap qui aura lieu à la fin du mois de juin, ça sera un point important. C'est comment est-ce qu'on travaille avec les aidants pour qu'ils soient mieux accompagnés, qu'il y ait des périodes de répit et des séquences de répit, et comment est-ce qu'on peut faire en sorte effectivement que ce rôle qui est difficile mais qui est extrêmement important et essentiel puisse être soutenu. On a une question d'une auditrice sur Instagram qui demande à quand une vraie indemnité et un vrai soutien financier. C'est un élément sur lequel on doit discuter. C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre là, maintenant, mais je crois qu'une fois encore, c'est un élément qui doit participer d'une réflexion globale sur les aidants, et qu'on réponde de façon concrète à la fois à cette demande-là, mais surtout quelle est leur place au cœur de nos sociétés, et comment notre société peut être à la hauteur de leurs attentes. Alors, on a dit sur Instagram que j'allais interviewer la ministre du Handicap, et j'ai invité justement à nos auditeurs à poser des questions. On voit, c'est une. Est-ce que les dossiers MDPH sont les plus simples à réaliser ? Seront plus simples à réaliser. Seront plus simples, pardon, j'arrive plus à parler. Alors, la simplification, ça c'est encore un autre sujet. Vous voyez, il y a de multiples sujets sur le handicap, mais ça c'en est un important, notamment effectivement avec
les MDPH qu'on a dans les départements, et donc sur ces dossiers qu'on demande aux personnes en situation de handicap de remplir régulièrement. Il y a, ma prédécesseur avait engagé un tour de France des MDPH avec 18 mesures, notamment la simplification du dossier. Le dossier, aujourd'hui, il fait à peu près 20 pages. Il a été retravaillé et aujourd'hui, il y a une expérimentation qui va être faite sur 5 départements avec un dossier qui a été réduit à 16 pages pour voir si ce dossier suffit. Il a été travaillé, c'est très bien, avec les personnes en situation de handicap, notamment avec le CNCPH, le Conseil national donc, de consultation des personnes en situation de handicap, et le collectif handicap qui regroupe 58 associations pour précisément bien travailler pour que ce dossier il soit moins important, mais qui répondent quand même à la spécificité de chacun handicap. Donc il y a un équilibre à trouver, mais c'est un travail qui est en cours. Cette expérimentation est en cours jusqu'au mois d'août, et au mois d'août, on en tirera les conséquences pour voir si c'est satisfaisant, si on doit le retravailler de manière plus générale. On est aussi sur les droits à vie. C'est-à-dire que ce qu'il faudrait... Voilà. C'est exactement ça. Donc, comment faire en sorte qu'une fois que le dossier est rempli sur un handicap dont on sait qu'il ne va pas évoluer, ça a été inscrit dans la loi en 2021 par Sophie Cluzel. On travaille dessus. C'est de nouveau pour les AEEH aussi, pour l'allocation d'éducation pour les enfants, qui vient d'être décidé, mais c'est demain aussi pour tous ces droits pour les personnes qui sont en situation de handicap au-delà de 80%. On travaille. Il y a un vrai baromètre des MDPH que je suis. Et je demande au MDPH effectivement d'être à la hauteur de cet engagement qui a déjà été pris, et ça évite là de nouveau faire des dossiers. Donc il y a une vague, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une vague de simplification qui arrive pour les personnes en matière administrative ? Sur ce champ-là, il y a des engagements qui ont été pris, ils sont concrets, il y a ces 18 mesures que je regarde et qu'on regarde comment on évolue. On travaille aussi avec les départements, avec les MDPH elles-mêmes. Une fois encore, j'en ai de nouveau à Brest, j'en ai vu une, mais surtout j'ai vu des directrices aussi de ces MDPH pour travailler ensemble, pour effectivement de la simplification, que ce soit aussi plus rapide. On a des délais aussi de traitement sur lesquels on doit être encore meilleur. Certaines MDPH arrivent à des délais de 2 à 3 mois, d'autres encore au-delà de 6 mois. Donc voilà, comme je dis, il y a ce baromètre qui me permet d'être au contact et d'être très vigilante sur ce sujet, et qui est en tout cas, sinon une vague, en tout cas des améliorations très concrètes et très précises qui soient faites dans le quotidien des personnes en situation de handicap sur ce champ-là. Alors, on va passer à notre dernier sujet, puisque le temps presse, on va boucler là-dessus. C'est un sujet qui est important. On a un petit peu évoqué tout à l'heure la question du regard, mais pour aller plus loin, celle du rêve et de la représentation. Vas-y, Jeanne. Alors, j'aimerais qu'on parle de l'image des personnes en situation de handicap. Et j'ai l'impression qu'on les voit plus aujourd'hui dans la vraie vie et aussi dans la télé, à la radio, sur RZN Radio par exemple. Ouais, il y a beaucoup plus d'événements dans l'histoire récente, et ça, c'est une bonne nouvelle à souligner. Il y a aussi eu des événements récents sportifs, notamment. Oui, et il y a déjà eu les Jeux paralympiques de Paris en 2025. Alors moi, je suis allée au Stade de France et j'ai pu interviewer Charles-Antoine Kouakou, un coureur paralympique. Et ensuite, je viens de passer sur Gulli Prime dans l'émission Sur la route avec mes amis porteurs de trisomie et Matt Pokora, un artiste qui a découvert la trisomie grâce à nous. Et je fais ça pour que le regard change sur le handicap. Est-ce que vous pensez qu'il est en train de changer positivement le regard ? Alors effectivement, je pense que le regard est en train de changer, mais qu'il y a encore du chemin à parcourir. Effectivement, les JO, les Jeux Olympiques Paralympiques de 2024 ont été un vrai accélérateur sur le regard qu'on a pu porter. J'étais il y a 3 semaines à Cortina aussi pour accompagner nos athlètes aux Jeux paralympiques en Italie. Mais voilà, au-delà de ça, c'est effectivement cette émission avec M. Pokora que j'ai pu regarder également. C'est des façons effectivement d'aborder le handicap de façon beaucoup plus joyeuse, optimiste, positive, avec effectivement des personnes qui s'engagent. Et c'est ce que je souhaite demain, c'est qu'on ait une société dans laquelle on considère non pas le handicap comme étant effectivement une différence à part, puisque finalement chacun est différent et en même temps chacun est unique. Et la dernière, j'ai pu échanger avec une personne effectivement qui me disait qu'en fait, ce qu'elle souhaitait, elle se revendiquait comme étant en situation de handicap, mais elle disait mais ce handicap ne me définit pas. Et je pense que c'est effectivement ce sur quoi on doit appuyer pour que demain on ait une société qui soit encore plus, elle l'est déjà, et ces initiatives ne peuvent qu'apporter ça, et le rôle de Jeanne aujourd'hui en fait partie, sur ce regard qu'on doit apporter effectivement de façon positive, inclusive, optimiste sur ce sujet. T'as l'impression qu'il change, toi, le regard des gens, Jeanne ? Moi, j'ai l'impression que
Justement, oui, ça... Je ne sais plus comment répondre à cette question. Tu l'avais très justement dit il n'y a pas très longtemps dans une interview avec Alice Drich. Tu disais que dans les transports, tu avais le sentiment qu'il y avait beaucoup plus de sourires à ton égard. Oui, que j'ai pu voir dans les transports ou en dehors aussi, et ça c'est plutôt top. Enfin, on nous regarde, quoi. Enfin, on est là, en fait. Et il y a le cinéma aussi. Le petit truc en plus. Enfin, voilà, je pense qu'il y a une addition aujourd'hui d'engagement à la fois de personnes qui sont engagées dans la vie publique, qui participent de ce changement. Et j'espère qu'avec ce ministère, je serai aussi, je permettrai que ce changement se fasse de façon le plus rapide possible. Et voilà, le fait d'y participer, effectivement, me met en joie, comme on le disait tout à l'heure avec Jeanne. Bon, eh bien, je vous propose qu'on s'arrête là-dessus. Jeanne, je te laisse faire ta conclusion. Ok. Eh ben, du coup, merci d'avoir répondu à toutes nos questions pas très simples. Merci beaucoup pour cette invitation. Et à très bientôt. Ouais, et à très bientôt pour... Du coup, là, j'arrive plus à parler, pardon. Refais-la, on n'est pas en direct. Ouais. Et merci de m'avoir écouté, de nous avoir écouté justement dans le cœur de Jeanne. Et puis à très bientôt pour de nouveaux épisodes. Et rêvons tous ensemble. Merci beaucoup. Merci à vous. Le cœur de Jeanne, à retrouver tous les lundis et vendredis sur RZN Radio, en podcast sur rzn.fr et notre application RZN Radio.